Merci. En fait, je suis très heureuse d'avoir une diversité, en fait, de personnes qui assistent à ce webinaire. Donc l'idée, c'était effectivement de voir comment vous avez, pour certains, des énormes communautés, comment vous pouvez, effectivement, arriver à donner un peu d'autonomie, à votre communauté. Donc l'idée, c'est ne pas vous surcharger et faire en sorte de créer des dynamiques d'émergence, qui vont permettre aux uns et aux autres, de faire ce qu'ils ont envie de faire au sein de votre communauté. Peut-être en quelques mots, moi j'ai toujours été, j'ai travaillé autour de la conduite du changement, et j'ai essayé de mettre des méthodes innovantes et en fait, le fait de créer des communautés est une manière en fait de le faire. Aujourd'hui, je suis présidente de France Apprenante qui vise à donner à tous accès à des innovations en matière d'apprentissage et de formation. Et moi, ce que je propose aux entreprises, c'est justement de créer, en fait, de leur donner les moyens de devenir autonomes sur leur propre transformation. Et notamment, les communautés sont un outil pour le faire. Voilà. Comme j'adore les communautés, eh bien, j'en ai parcouru pas mal et puis j'en ai créé un certain nombre également pour le compte de clients. Voilà, vous allez voir qu'il y a des dominantes, en fait, selon les communautés. Celle, par exemple, de Burning Man, c'est un événement artistique contributif de transformation qui est très ponctuel puisque c'est sur une semaine. Et moi, j'ai fait l'expérimentation de Ma Voix, qui est une expérience démocratique, de démocratie directe à l'Assemblée nationale et qui, là, était fondée sur la voix et le pouvoir est à ceux qui font. Donc, vous allez voir qu'il y a voilà, il y a des choses qui sont un peu communes selon les communautés. Alors, la première chose, c'est qu'il faut se dire qu'une communauté, c'est un système relationnel. Un système trouve toujours de quoi trouver son équilibre, en fait. Et dans un système, on a 3 fondamentaux dans une communauté. C'est des personnes physiques. Alors, pourquoi des personnes physiques? Tout simplement parce qu'en fait, une personne morale, eh bien, elle va changer. Et en fait, les gens qui sont en général engagés et intéressés par votre communauté, sont des personnes physiques. Une direction commune, c'est-à-dire qu'on est là ensemble pour faire quelque chose, ou pour s'inspirer ou pour apprendre et il faut qu'il y ait une narration, de cette direction commune et puis évidemment des coopérations. Et alors pour que ça fonctionne bien en fait, il faut créer un cadre qui doit permettre à chacun de se développer, avoir une raison d'être qui peut évoluer en fonction de l'actualité et mettre un cadre qui permette aux gens de s'auto-organiser. Vous n'hésitez pas à venir, enfin à poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et puis peut-être que Amine, tu peux les partager. Alors pourquoi j'appelle ça une communauté apprenante? Parce qu'en fait, le changement, c'est le fait de faire des choses différemment et c'est la possibilité d'apprendre des choses différentes. Donc c'est se transformer individuellement et collectivement. Et il faut que ce soit un win-win. Et le win-win, il est autour de je peux me développer professionnellement ou personnellement et acquérir des compétences. Et ce qui m'attire, c'est que je suis dans un collectif, parce que, encore une fois, les liens et les relations humaines font partie de nos besoins primaires, et je vais avoir des impacts avec d'autres. Et donc nous, notre rôle en fait d'animateur de communauté, ça va être de mettre de l'énergie sur ceux qui arrivent en premier, de les valoriser et de faire en sorte qu'ils aient les moyens d'avancer comme ils le souhaitent. Et puis ensuite, ces premiers adoptants et ces novateurs sont des gens qui vont diffuser le changement progressivement au sein de leurs organisations jusqu'à faire basculer les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'apprendre en sciences cognitives ou se transformer, c'est pas forcément très efficace de lire des choses, mais plus on va être actif et plus on va pouvoir ancrer l'information et la connaissance et l'expérience. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant de privilégier dans une communauté, c'est la capacité à échanger en groupe, à pratiquer ensemble, à faire des projets.
donc des challenges pratiques. Et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est de faire des retours d'expérience qui soient apprenants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se donne comme challenge de transmettre aux autres ce qu'on a appris d'une expérience, on va l'ancrer à 90%. Et en fait, vous allez retrouver les échanges en groupe parce que lorsque vous allez transmettre, et ben on voit bien que vos pairs, les gens qui sont avec vous, vont retenir 50% de l'expérience dont les membres de la communauté vont parler. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on apprend? C'est d'abord la passion. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est d'avoir un projet. Donc ça peut être votre projet collectif ou un projet individuel. En fait, on n'apprend pas pour apprendre et on ne se force pas à changer pour se forcer à changer. On apprend et on change parce qu'on a quelque chose à faire. Il faut faut que ce soit fun, parce que tout le monde n'a pas toujours une bonne image de ce que c'est que le changement. Donc, il faut que ce soit fun, festif. Mitchell Resnick dit qu'il y a un espace de jeu qui doit être sécurisé de manière à ce que les gens puissent sortir de leur zone de confort. Et puis, évidemment, la place des pairs est très importante. Et vous pouvez construire des espaces où ces échanges entre pairs peuvent se produire, c'est important. Alors, il y a quelque chose qu'on n'imagine pas toujours, c'est qu'en fait, les émotions sont des énergies, et ce sont des énergies qui vont vous permettre de faire des choses différentes. Et l'émotion la plus opérante pour avancer et pour changer, c'est la joie. Et donc, c'est important d'affronter ses peurs pour évidemment ne pas être dans le recul et de recréer des liens avec les autres, parce que la joie, elle est dans les liens, elle est dans la fête et dans la bonne humeur. Il y a aussi quelque chose qu'on ne voit pas, c'est effectivement l'indicible. Il y a un certain nombre de forces qui sont en mouvement en chacun d'entre nous, ou même dans les groupes, qui vont nous faire avancer. Et ces forces, on n'en est pas toujours conscient. Donc, c'est important, lorsqu'on arrive dans une communauté, nous, en tant qu'animateurs, il faut qu'on donne des outils de conscientisation de ce que les gens viennent chercher, pour pas qu'il y ait d'incompréhension pour soi et pour les autres. Quand on clarifie ce qu'on vient faire dans une communauté, eh bien, on sait ce qu'on va choisir comme activité ou pas, et surtout, on va pouvoir le dire aux autres. Donc, ça évitera qu'il y ait des projections sur nos intentions pour les autres et que nous-mêmes, on projette des choses sur les autres. Et ça va ajouter de la valeur parce qu'en fait, un pair va pouvoir nous apporter aussi ce qu'on recherche et vice-versa. Aujourd'hui, on est quand même dans les entreprises sous des pressions de changement importantes. Donc, évidemment, la transition écologique et sociale. Les organisations souhaitent être de plus en plus agiles. On se rend compte que les collaborateurs sont assez désengagés. Et donc, ça, c'est un vrai enjeu de performance pour les entreprises. On leur demande de revoir leur business model de manière à ce qu'il soit plus pérenne. Évidemment, l'arrivée des IA génératives va poser la question des nouveaux métiers. Et puis, elles ont beaucoup de problématiques d'employabilité et de marque employeur. Elles ont du mal à attirer les jeunes et à retenir les talents. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez en termes de changements qui s'imposent aux entreprises? Le changement avec les nouvelles générations, ils ne voient pas aussi les métiers de la même manière et leur emploi du temps de la même manière. Ouais. D'accord. Il y avait Cyril et Vincent aussi qui avaient des réponses à t'apporter. Ouais, j'étais sur les transitions RH à la fois, donc les nouvelles générations clairement, mais aussi les besoins en compétences qui évoluent extrêmement vite. En fait, on est dans une adaptabilité extrêmement forte, constante, donc le RH en fait partie. Oui, il y a tout un sujet aussi sur les changements de posture managériale, hein, les manières de faire. Exactement, ouais. Vincent? Ouais. Moi, j'étais sur le contexte politique mondial aussi qui perturbe beaucoup les organisations et les entreprises. On vit une période très trouble et très instable, où effectivement le manque de visibilité lié à certaines décisions de politique internationale font que les entreprises sont perdues. Et leurs collaborateurs d'autant plus, quoi.
Merci. Il y avait Sébastien aussi. Vas-y, Sébastien. Oui, rapidement, en fait, il y a une digitalisation croissante des relations professionnelles, y compris même dans des grands groupes qui normalement sont au siège, etc., qui se retrouvent avec un max de télétravail. Et même, on communique de plus en plus finalement via des outils digitaux sans se voir, hein, sans passer la porte du voisin. Et donc, il faut un maximum d'empathie digitale pour ces gens-là. C'est l'objet de mon travail et sur lequel je suis intervenu ici aussi. Mais ça, je pense qu'effectivement, réussir à apaiser les relations digitalisées qui sont de moins en moins physiques, ça sera un défi aussi pour les entreprises. Merci. Alors, ce qu'on constate, enfin en tout cas ce que McKinsey constate, McKinsey c'est une grosse boîte de conseil, c'est que 70% des transformations n'aboutissent pas de manière satisfaisante. Donc la question se pose sur effectivement l'impact de ces fameuses communautés. Il y avait 2 communautés dont je voulais vous parler. C'est une communauté qu'on a créée à Saint-Nazaire avec le Centre des jeunes dirigeants, qui était de réintéresser justement les jeunes à l'entreprise. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une narration autour de venez créer des projets territoriaux en intelligence collective avec des entrepreneurs, et on a mélangé 250 jeunes et 250 entrepreneurs qui ont fait des projets ensemble pendant 6 mois. Et donc, le résultat, ça a été des réseaux tissés, des compétences numériques, d'intelligence collective acquises et une meilleure connaissance, en fait, des entreprises locales. J'ai travaillé ici pour la DSI de Bouygues Construction et l'intention, c'était, ils voulaient devenir agiles. Et donc, on a créé une narration autour de venez expérimenter l'agilité pour les collaborateurs. Et au bout de 2 ans, ils sont devenus vraiment la référence de l'agilité dans le groupe. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, c'est parti. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo. Donc, en fait, on a travaillé d'abord avec le comité exécutif sur l'agilité de manière à ce qu'il l'incarne. Et ensuite, on a lancé une démarche où on demandait à des volontaires de venir travailler sur ces sujets. Et on a commencé par fêter le fait qu'ils étaient déjà agiles sur un certain nombre de sujets. Et donc, on a fait une première fête, une deuxième fête qui était une fête autour des retours d'expérience des groupes de travail. Et là, c'était la 3e fête qu'ils ont organisée complètement en autonomie sur la thématique de l'agilité. Alors, vous me dites si vous entendez bien le son. Oui, ça marche. Ouais, ok. Ouais. Explorez, allez voir les ateliers, intéressez-vous, soyez curieux et surtout éclatez-vous. Qui a imaginé un jour qu'on va faire la convention de cette manière-là, d'une manière extraordinaire, complètement différente du passé. On a laissé également la possibilité aux collaborateurs et aux équipes de Let's Go d'animer cette convention. C'est comme une première chez Bouygues Construction, donc c'est extrêmement original. Un travail de collaborateurs pour les collaborateurs. Et je vois beaucoup de collaborateurs impliqués. Avec une grande curiosité, tous les stands ont fait le plein. Moi j'avais prévu des séances de questions-réponses, j'ai fait le plein 3 fois. Tout le monde est très actif, donc je trouve ça génial. Tout le monde peut faire bouger les choses. C'est libéré, quoi. Collectivement, on y arrive mieux ensemble. Une manière d'être, c'est une manière de vivre un état d'esprit qui permet de mieux collaborer. Quand vous avez un patron qui sait vous dire oui, qui vous pousse à innover, c'est une journée qui passe formidablement bien et qui enrichit l'entreprise et le collaborateur. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. Je trouve des collaborateurs épanouis, qui ont envie en fait de s'engager sur pas mal de sujets. Changer en fait la manière de se comporter du manager, donner plus d'autonomie à chacune des personnes. Ça peut être 2-3 collaborateurs qui prennent des initiatives, ça peut être un service, ça peut être une direction qui retrouve goût à proposer des choses. Moi, il y avait un atelier qui me tenait beaucoup à cœur, c'était celui des forces. Et quand je vois comment il a marché, là, vous pouvez aller voir, il y a des post-it de partout. On voit qu'il y a quand on prend tous les gens de l'entreprise, toutes les forces sont représentées. Ce qui veut dire qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres pour faire plein de choses intéressantes. Donc ça me rend super optimiste sur la suite. On sent un véritable réengagement. Et ça, pour l'entreprise, c'est une richesse sans nom. Voilà, donc en fait, ils se sont vraiment appropriés et comme vous le voyez, ils sont organisés
de manière très autonome. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ceux qui avaient des écharpes bleues, c'est les animateurs de la communauté, de l'agilité. Et puis, le monsieur qui était à lunettes, c'est le directeur général. Voilà. Donc, je vais... Oui, Cyril? Est-ce qu'on a le droit de poser des questions maintenant ou c'est plus tard? Oui, bien sûr. Après, j'ai encore quelques slides, mais ouais, on a le temps. J'en ai deux là par rapport à la vidéo, déjà bravo. La première question, c'est cette communauté a eu quelle durée? Ah ben, elle existe toujours. Elle Ça fait existe 5 ans. toujours. Ouais. Excellent. Et est-ce que Et les animateurs ont bougé, tu vois, ça a changé. Ouais. Mhm. Ok. Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact dans la mise en œuvre de l'agilité? Alors, oui, pardon. Et après, il y a un deuxième étage, qui est peut-être, tu me dis si la question est un peu trop pénible, et après, l'impact de l'agilité sur l'entreprise. Alors, le premier étage, alors on a beaucoup de choses qui sont plutôt qualitatives, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a 90% des collaborateurs qui sont engagés dans cette démarche et qui vivent maintenant l'agilité. Et les D'accord. témoignages qualitatifs, vous avez eu celui du DG. Ouais. Et c'est aussi qu'en fait, ils ont changé de posture, y compris à la maison, dans leur éducation avec les enfants. En fait, ils sont plus à l'écoute. Et ils changent de posture aussi dans les réunions. Ils arrêtent de faire des retours d'expérience où on essaie de trouver un coupable lorsqu'un projet n'a pas marché, plutôt que d'essayer de s'améliorer. Et sur l'entreprise, en fait, c'est une direction informatique. Et ils ont vraiment mieux travaillé ensemble, parce que les directions entre elles étaient vraiment un peu en compétition. En interne, en fait, ils se refacturaient des choses, donc c'était lourd. Ils ont récupéré du temps. Ça, c'était un vrai problème pour eux, parce qu'on leur demandait un développement informatique qui disait dans 1 an et demi, parce que notre plan de charge est trop lourd. Et la dernière chose, c'est qu'ils ont beaucoup réduit les délais en fait, de développement applicatif, parce qu'ils travaillaient vraiment en collaboration avec leurs clients. Et ils ajustaient au fur et à mesure de l'avancée des développements les spécifications. Ok. L'agilité, ça leur permettait aussi de mettre autour de la table des envies. Vous allez voir plus tard, je vais en parler. Ok, donc une communauté qui a rendu l'entreprise et les personnes plus agiles, avec beaucoup d'impact. Oui, et puis une autonomie aussi. Oui, Et une Astrid. économie. Pardon, Cyril, tu n'as peut-être pas fini? Non, je voulais juste dire bravo. Je trouve ça Merci. vraiment génial. Bon, je n'étais pas toute seule, je vous avoue. Astrid? Oui, bonjour. Désolée, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais je travaille chez Hello Asso. Est-ce que là, dans le cadre de Bouygues, est-ce que c'était participation obligatoire pour les collaborateurs ou est-ce que c'était sur la base du volontariat? C'est sur la base du volontariat. Ok. Et on a un pourcentage du coup, vous avez un pourcentage enfin un taux de participation ou taux de volontaire sur l'ensemble de l'entreprise ou en tout cas des services concernés? En fait, on a 25% de gens qui sont très actifs et qui contribuent à la communauté, qui vont faire des retours d'expérience, qui vont organiser des journées, etc. Mais en pratique de l'agilité, ça a contaminé quasiment toute la structure. On peut dire qu'on a 90% en fait des gens qui maintenant pratiquent l'agilité. Ils ne sont pas forcément actifs dans la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les a formés à former des facilitateurs dans leurs filiales étrangères, au Maroc et au Vietnam. Et ça a très bien fonctionné. Ok, du coup, c'est un genre de side project pour l'ensemble des collaborateurs qui ont envie de se former ou de travailler sur l'agilité? Alors, c'est vrai que ceux qui s'engagent, on va les former plus que les autres. Ceux qui, par exemple, souhaitent animer des groupes de travail. Je ne dirais pas que c'est un side project parce qu'en fait, il y avait plusieurs directions qui étaient données. Rétablir la confiance avec les clients, libérer du temps de travail aux collaborateurs, puis simplifier les processus. Et ce qui était intéressant, c'est que les collaborateurs ont rajouté un chantier qui était rétablir la confiance en interne aussi. Ce qu'a accepté le comité exécutif. D'accord, ok. Merci, très clair.
On poursuit? Alors, ce qui est important, c'est d'arriver justement à engager les gens et vous engagez pas les gens s'ils ne sont pas volontaires. Et c'est un gisement de valeur incroyable. Moi, j'ai pour habitude maintenant de dire aux entreprises que la croissance viendra de l'intérieur et du réengagement de leurs collaborateurs. Quand vous voyez les chiffres, c'est l'Institut Gallup qui fait ça régulièrement. Bon, ça ne bouge pas beaucoup, mais en gros, les gens vraiment engagés, c'est 9%. Donc, c'est très, très peu. Et ce qu'on appelle engagés, attention, c'est des gens en fait qui vont être force de proposition. Hein. C'est des gens qui vont. Alors pourquoi ça marche? Parce que vous voyez que vous avez des activement désengagés qui mettent des bâtons dans les roues de tout le monde. Pourquoi ça marche? Parce que les engagés, c'est en général les dirigeants et les managers. Et donc c'est ceux qui ont du pouvoir et qui arrivent à tirer le bateau. Frédéric Lippi, qui est un entrepreneur, dit qu'il ne croit pas qu'une entreprise puisse aujourd'hui s'exonérer de penser aux relations humaines et que le développement personnel est un sujet de compétitivité, ce que je crois fondamentalement aussi. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? On essaye des trucs, chaque communauté est différente, chaque entreprise a sa culture. Les gens ne sont pas forcément attirés vers les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont attirés par est-ce que ça me permet de me développer personnellement? Donc, il faut essayer parce que Michael Jordan, c'est celui qui a mis le plus de paniers de basket, mais c'est celui qui en a loupé le plus aussi. Donc, les secrets, c'est aussi de ne pas mettre de contraintes en fait, sur les participants. Il faut que ce soit eux qui choisissent le moment, l'intensité de l'énergie qu'ils vont mettre dans votre communauté. Ce qui est difficile, c'est les modes de décision. Il faut qu'ils soient assez transparents et que les gens comprennent pourquoi on a pris telle ou telle décision. Elles peuvent être prises de manière par une personne. Simplement, il faut s'aviser et consulter les gens qui vont être impactés. Quand les rôles ne sont pas clarifiés, ça peut brouiller la communication. La transparence, je l'ai dit. Et après, il faut faire attention parce que vous allez avoir dans une communauté des sauveurs, des bourreaux, des victimes, des gens qui vont donc se surengager, les sauveurs. Les bourreaux, c'est ceux qui vont juger et dire que tel truc n'est pas bien, etc. Et puis les victimes, c'est ceux qui vont dire que vraiment, ils risquent de sortir en fait de votre communauté parce qu'en fait, ils n'y trouvent pas leur place. Et il y a un autre point qui est très important, c'est il faut absolument accompagner les nouveaux arrivants parce qu'en fait, ils ne vont pas forcément être dans des postures de collaboration. Alors, ce qui est important, une des premières clés, c'est d'aller activer les motivations intrinsèques. C'est-à-dire que la carotte et le bâton sont des motivations extrinsèques, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui vous donne des objectifs, qui souhaite vous faire avancer. Motivation intrinsèque, c'est vous-même qui allez vous bouger en fonction de vos propres motivations. C'est pour ça que c'est important de donner aux participants, à la communauté, des outils pour vraiment les conscientiser. La clé numéro 2, c'est de faire en sorte que vous ayez des petits groupes qui aient une participation active. C'est-à-dire que c'est quelque part, par exemple, lorsque vous allez organiser un moment, si c'est vous qui posez le créneau du moment, il y a moins de chances que vous aurez moins de participants. Si vous demandez aux gens quel est le meilleur créneau dans la semaine, parce que c'est le matin, l'après-midi, le jeudi, vous aurez beaucoup plus de participation. Ce qui est important aussi, c'est de construire les projets, en fait, et de se donner des règles. Donc, par exemple, moi, ce que je fais à chaque fois que je crée un groupe, c'est que je leur propose un pacte relationnel. Donc, vous avez les règles de l'intelligence collective. Là, on a eu des règles qui ont été données par Amine pour qu'en fait, la visio se passe correctement. Et moi, je leur fais faire un pacte d'alliance. Donc, c'est eux qui définissent les règles avec lesquelles ils veulent travailler. Donc, on leur demande quelle est l'ambiance dans laquelle ils veulent travailler. Comment est-ce qu'ils verront que cette ambiance est là? Qu'est-ce qui se passe en cas de difficulté? Comment est-ce qu'on gère les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut à l'équipe pour qu'elle s'épanouisse et au projet pour qu'il s'épanouisse? Voilà. Et c'est un moment, en fait, de cadrage relationnel. Et c'est assez important parce que, comme je vous le disais au début, les communautés, c'est des relations, en fait, c'est des liens.
Alors, donc la clé du succès, c'est de faire un win-win et qu'il soit explicité. Donc, il faut un cadre clair, un récit collectif et faire en sorte que les participants aient les moyens de faire émerger leurs envies. Ensuite, il faut co-construire les projets, avoir une certaine transparence sur ce qui se passe dans la communauté, qui rentre, qui sort, partager les retours d'expérience et avoir des rituels, et notamment des célébrations. Si c'est en physique, c'est encore mieux, parce qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes liens en ligne qu'en physique. Marie-Pierre, j'en profite parce que tu as abordé le récit collectif et il y avait Louis dans le chat qui nous demandait, pouvez-vous définir la notion de narration? Pourquoi c'est important la narration dans les communautés? Donc j'en profite que tu en reparles à ce moment-là pour expliquer un peu. Oui, très bien. La narration, c'est important parce que c'est quelque part la raison d'être de la communauté. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans votre communauté. C'est parce que vous allez quelque part leur dire « on est là pour ». Alors, on est là pour partager des trucs et astuces sur le tricot. On est là justement pour expérimenter l'agilité comme chez Bouygues. On est là pour apprendre des tips d'animation de communauté au club des animateurs de Ludo. Et en fait, cette narration, il faut qu'elle soit incarnée. On va en parler un petit peu plus tard. Ce récit, c'est important parce que c'est un récit dans lequel les gens vont se projeter. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Pour moi, c'est clair. Louis, ça va pour toi? Oui, c'est très clair. Merci. Donc, la question, c'est votre rôle, vous. Donc, il faut que vous arriviez à créer le cadre du changement. Donc, c'est ce que je disais, la raison d'être du projet de changement, les axes de travail à tester et le récit qui va donner de l'élan, en fait, à votre communauté, qui va lui donner un sens. Et donc, c'est aussi à vous de rappeler régulièrement l'intention du projet de la communauté que vous avez construite. Que vous arriviez à incarner les axes de progrès dans votre action quotidienne. Hein. C'est Emmanuel Faber qui disait que si on a un projet, ben c'est aussi aux dirigeants de l'incarner, de le partager et de le faciliter. Il faut soutenir ceux qui vont vous donner du temps et de l'énergie. Et dans une organisation, souvent, il faut former la direction et le management. Parce qu'il faut qu'ils incarnent le projet, sinon ils vont être capables, ils ne vont pas voir qu'ils le détruisent par des comportements dirigistes ou sans forcément donner les moyens aux équipes de faire ce qu'elles veulent. Il faut évidemment soutenir les facilitateurs et les volontaires, les initiateurs et les premiers adoptants, et puis surtout donner des moyens à ceux qui font, hein, des moyens financiers. Il faut débloquer des situations, ce que font les managers en général. Et le plus difficile en tant qu'animateur de communauté, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se mettre en relation dans votre communauté sans passer par vous. Eh bien, c'est génial parce que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est créé, qu'il y a de la valeur qui s'est créée. Vous allez avoir... il ne faut pas faire de reporting. Alors oui, ça c'est important aussi. Dans le sens de la communauté, il ne faut pas se donner des objectifs quantifiés. Pourquoi? Ou même de deadline. Parce que les gens vont se sentir instrumentalisés. Donc, ils vont moins contribuer ou ils vont sortir de votre communauté. Ce qui est important, c'est de ne pas faire de reporting non plus. C'est à eux de vous partager ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réalisé et de le partager aux autres membres de la communauté. Il faut faire confiance, en fait, c'est ceux qui font, qui savent. Être transparent sur les difficultés et demander de l'aide. Et puis soutenir et organiser des célébrations, et puis elles vont progressivement s'auto-organiser. Et en fait, on se rend compte qu'on initie des dynamiques qui sont assez fortes. Et votre rôle, ça va être vraiment de bien préciser le cadre, de redire en fait quel est le sens de la communauté, de vous assurer que tout le monde est dans effectivement un cadre de sécurité, d'échange. Parfois, les gens vont vous demander de la confidentialité. Et puis d'animer les rituels de la communauté. Donc là, par exemple, il y a le café des animateurs, il peut y en avoir d'autres. Et puis, vous allez voir que les contributeurs à la communauté vont aussi s'inviter à d'autres événements et partager
leurs expériences. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là, normalement. Voilà. Et on va pouvoir prendre un petit temps sur les questions. J'espère que c'est pas trop court pour vous. Non, je pense que c'est super bien niveau timing. Et si je peux me permettre de commencer par une question que j'avais notée. Comment est-ce qu'on peut s'adapter aux différents types de profils qu'on a vus tout à l'heure, les victimes et les bourreaux surtout, pour qu'on puisse avoir une communauté soudée, engagée, autonome et éviter que les gens se sentent mal à l'aise au sein de la communauté? En fait, en conscientisant, ça s'appelle le triangle de Cartman, qui est assez connu en psychologie. Et en fait, vous commencez par être sauveur. Comme vous faites beaucoup de choses, vous avancez beaucoup plus vite que les autres, et ils ont du mal à vous suivre, et donc ils vont se désintéresser de ce que vous faites, et vous devenez un bourreau parce que vous allez leur dire « Ah, vous participez pas assez, etc. etc. » Et puis ensuite, le collectif, en général, se débarrasse du bourreau, donc vous devenez la victime. Et donc ça, c'est pas mal de l'expliquer en disant faites attention à ne pas prendre de posture de sauveur. Personne, en fait, même dans la vie, personne ne vous a demandé de le sauver. Soit quelqu'un a un besoin et il vous fait une demande explicite, mais ça ne sert à rien d'aller voir les gens et de leur proposer des choses sur lesquelles ils ne vous ont pas sollicité, parce que vous allez avoir l'impression que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas. Qui veut prendre la main? Ouais, Jean-Sébastien, il est empoté avec l'histoire de micro, et on va s'en sortir. Ouais, dans un des derniers slides, tu disais en gros, il faut faire confiance, et c'est ceux qui savent ceux qui font qui savent. Mmh. Et naturellement, on est plus dans un autre, dans l'inverse. On a plus tendance, et surtout par exemple chez nous, à dire c'est ceux qui savent qui font. Comment on organise le twist de ça là? Mais ceux qui savent, ils font vraiment? Ah bah non, mais on les missionne pour ça. Voilà. On dit, tu sais nager, donc tu. Alors, comment est-ce qu'on organise ça? D'abord, en laissant de la marge de manœuvre au groupe, parce qu'en fait, une communauté, c'est un ensemble, des personnes et des petits groupes, parce qu'il faut arriver à travailler en fait sur une dimension qui soit humaine. Si vous laissez de l'autonomie pour s'auto-organiser aux équipes, ils vont prendre des décisions. Le sujet, c'est de ne pas casser ces décisions. C'est-à-dire, si des gens réfléchissent pendant un mois à un sujet, bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de leur suggérer d'aller voir les sachants. Parce que les sachants vont peut-être avoir des références à leur donner, mais il ne faut pas que ce soit les sachants qui décident. La communauté Ma Voix dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était que ça. Il n'y avait pas de représentant, il n'y avait pas de porte-parole. Par exemple, il y a une personne qui a dit « Ah il faut un site internet » et qui l'a fait. Puis il y a une autre personne qui a dit « Il faut une affiche » qui l'a faite. Et puis le principe, c'est que si le site internet ne te plaît pas, tu en refais un autre qui est mieux. Et puis peut-être que personne ne le regardera. Peu importe. D'accord. Donc c'est vraiment du pouvoir d'agir. Je pense que la marche, elle est peut-être un tout petit peu plus haute à franchir pour des communautés interorganisationnelles auxquelles sont confrontés Jean-Sébastien et ses équipes. Parce que dans une communauté intra-entreprise, on peut déjà s'appuyer sur des dynamiques collaboratives existantes. Quand on est dans du B2B et de l'interorganisationnel, il y a un truc à craquer en plus, je pense. En fait, si vous ne missionnez pas d'experts, c'est pas mal non plus. Et que les experts sont des simples participants au groupe, c'est bien. Et après, il faut toujours penser que c'est des individus et pas des organisations. Et leur demander de venir en tant qu'individus et pas vis-à-vis de leur organisation, même s'ils ont un rôle dans leur organisation. Et il va falloir vraiment faire en sorte qu'ils aient des connexions qui soient humaines. C'est peut-être plus juste, c'est pour rebondir dessus, c'est un retour d'expérience sur les communautés gaming, etc. Et je dis aisément que je suis une énorme fraude en termes de jeux vidéo. Moi, personnellement, je joue à 1 ou 2 jeux sur lesquels je suis vraiment cantonné dessus. Et pourtant, dans ma communauté, il y en a peut-être une dizaine de communautés différentes. Et c'est chacune de ces communautés qui se gère, entre guillemets, un petit peu elle-même.
Et moi, ils viennent me solliciter pour me demander s'ils peuvent ou s'il y a des tips sur comment essayer d'agrandir leur propre communauté. Mais sinon, à la fois, moi, j'ai tout appris sur le tas, entre guillemets, tous les outils que j'utilise aujourd'hui, je les ai appris sur le tas en le faisant. Et à la fois, mes communautés ont fait exactement la même chose parce que je ne pouvais pas me démultiplier partout. Je ne sais pas si ça répond un petit peu, Jean-Sébastien, à ce que tu peux attirer des interrogations sur c'est celui qui fait qui sait, parce qu'en fait, maintenant je sais, parce que je l'ai fait et parce que je me suis donné, parce que ça m'intéressait que de le faire. Et c'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire, personne m'a missionné pour faire la communauté que j'ai créée. Ouais, non, mais effectivement, ça répond. Il y a une notion de dynamique, quoi, qui est aussi importante, la dynamique de la communauté. Et de liberté aussi. Hein, oui, voilà. C'est pas une mission qu'on t'impose. Et voilà, c'est toi qui as envie de dynamiser, de développer, et du coup, tu fais, parce que tu veux que ça se développe. Ça rejoint aussi la notion de lâcher prise dont vous parliez, Marie-Pierre, tout à l'heure. Exactement, j'allais revenir là-dessus. Et tu vois, Loïc, tu as tout à fait lâché prise, et en plus, tu joues complètement le rôle de gardien du cadre. Et après, effectivement, si vous avez des sous-communautés, vous avez des gens qui vont s'engager justement dans l'animation de cette communauté. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est peut-être du contact avec vous, de mieux comprendre comment est-ce qu'on anime une communauté. Et puis, vous allez avoir des communautés qui vont être autonomes, puis vous allez en avoir qui vont mourir. Et puis, vous allez avoir des gens qui vont contribuer fortement à un moment donné où ils ont de la disponibilité, et puis qui vont s'éloigner de la communauté à un moment où il n'y en a plus. Pour ça, moi, je suis assez pour des communautés où on peut rentrer et sortir, à condition que vous ayez un processus d'intégration qui soit efficace et systématique. Alors, je vois que Cyril, tu voulais poser une question. Je voulais absolument te remercier avant qu'il soit midi. C'est hyper gentil. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation. Merci. Et pour rebondir sur le lâcher prise, ma seule difficulté actuellement c'est le reporting. Moi, je peux pas passer sans reporting. C'est aussi entre guillemets comme ça que je vois un petit peu l'évolution de ce qui se passe. Donc le reporting, j'ai été très surpris pour le coup. Le zéro reporting, et en même temps je le comprends. Je le comprends, mais après on a mis un système de gamification, donc je ne sais pas comment je pourrais gérer un système de gamification si je n'ai pas de reporting derrière. Donc, oui, alors après toi tu es dans une ère de jeu si tu veux. Donc oui. Quels sont tes indicateurs, toi, de reporting? C'est surtout les participations, Ouais. c'est surtout les participations. Et qui organise et qui stream, puisqu'on a une partie streaming, mais c'est le qui fait quoi. C'est juste ça qui m'intéresse. D'accord. Pas qui fait quoi et combien de personnes font. Oui, c'est pas le reporting au sens où je l'entendais. Moi, le reporting, c'est alors, est-ce qu'on a bien atteint les objectifs? Est-ce qu'on a bien réduit les coûts? Tu vois, des choses plus moins sexy. Moi, j'en ai, entre guillemets, j'ai mes objectifs personnels, j'essaie de la développer, la communauté. J'ai n'importe quoi, le nombre de communautés que j'ai, ça m'intéresse qu'il y en ait un petit peu plus qui soient développées. Ou le nombre de participants, j'espère que ça grandisse avec le temps. Mais par contre, ceux qui participent à la communauté, ça ne le voit pas particulièrement, si ce n'est la partie gamification, évidemment qu'ils le voient, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je crois qu'il y a Astrid et Fanny qui avaient des questions. Oui, moi j'ai sur ce que vous dites sur des communautés qui doivent être dans laquelle on a la possibilité d'entrer et de sortir. Mais du coup, qu'est-ce que c'est une communauté dans laquelle on n'aurait pas la possibilité de sortir? Je n'en connais pas. Ah bon, d'accord. Une prison. Oui, c'est ça me paraissait la base parce que du coup, je pense qu'on travaille tous sur des communautés qui sont libres. Mais moi, j'ai une communauté qui est tournée vers l'externe, c'est pas une communauté d'entreprise interne. Et la difficulté, c'est de faire venir les gens et de faire en sorte qu'ils soient actifs à l'intérieur de ma communauté, sachant que je prends sur leur temps personnel, professionnel, et que c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure le nombre d'implications ou le taux d'implication des collaborateurs au sein de l'entreprise, et si c'était vraiment une démarche volontaire ou si c'était parce que nous aussi en interne chez Loasso, on
on a des communautés ou des communautés apprenantes, mais on est d'une certaine façon contraint par notre entreprise qui, c'est sur une base de volontariat, mais on est quand même fortement incité à le faire. Là, les communautés, moi, dans laquelle que je suis en train de créer ou développer, il n'y a absolument aucune forme d'obligation. C'est à moi de créer le besoin et l'envie et de faire en sorte que les gens rejoignent ma communauté et qu'ils y restent par l'attractivité de ce que je peux leur proposer. Et du coup, je trouve que c'est un peu en intra-entreprise, c'est un peu, il y a un côté un peu biaisé où on va dire la liberté de rejoindre ou de collaborer. Oui, je suis d'accord avec toi. D'où l'importance de faire des fêtes, de faire en sorte qu'il y ait des liens qui se créent, des projets en commun, et puis d'avoir une belle narration aussi, qui soit incarnée. Merci. Fanny. Merci Marie-Pierre. Vous parlez de processus d'intégration efficace. Je suis extrêmement intéressée vu que je lance ma communauté dans 8 jours, une communauté de pairs, donc des directeurs de communication qui sont en général complètement overbookés et qui viennent s'investir, qui viennent s'investir au sein de la communauté pour justement sortir de leur isolement, d'aimer des problématiques et passer à l'action. En tout cas, c'est la promesse de la communauté et développer leur networking. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour m'accompagner dans mes premiers pas sur le processus d'intégration? Alors, la première chose, c'est que je parlais de processus d'intégration pour les nouveaux entrants. Ce qui est important là, à ce stade, c'est un peu les facteurs clés de succès que j'ai émis, c'est que leur dire, toi, qu'est-ce que tu viens chercher exactement dans cette communauté? D'avoir une chouette narration qui donne envie. Vous pouvez même, en fait, leur demander, un des premiers travaux, ça doit être déjà de leur demander de témoigner sur ce qu'ils font lorsqu'ils passent à l'action, de manière à qu'ils s'inspirent les uns les autres, et puis ils peuvent le faire en petits groupes, ça va créer des liens. Je ne sais pas si c'est en physique ou… Temps 1 en virtuel. Ouais. Et j'aimerais bien en temps 2 les regrouper à minima sur un événement par an et après par zone géographique. Mais pour le moment, ce sera 100% des événements digitaux. D'accord. Je pense que ça vaut le coup de leur demander, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait et qu'ils pourraient transmettre à la communauté. Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre? Leur faire trouver le nom de la communauté. Comment est-ce qu'ils ont envie de s'appeler? Et puis, les premiers petits pas possibles qu'ils ont envie de faire. Et après, je ne sais pas quelle est votre promesse. Est-ce que vous leur promettez de leur délivrer des modes d'emploi? Quels sont les rituels que vous allez mettre en place? Et surtout, il faut célébrer, quoi. Il faut qu'il y ait de la musique dans votre première visio, il faut qu'il y ait des jeux, que vous les mettiez aussi qui rentrent en connexion les uns avec les autres, les mettre de manière aléatoire dans des petites salles pour qu'ils se présentent à 3-4. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et on peut leur demander à chaque fois, qu'est-ce qui vous ferait revenir la prochaine fois? Qu'est-ce qui vous ferait revenir et qu'est-ce que vous avez aimé dans ce moment et qu'est-ce qui vous a manqué? Parce que ça va permettre en fait d'améliorer en continu justement l'espace relationnel dans lequel vous êtes. Intéressant. Merci, j'ai noté toutes ces questions. Merci à Alors, vous. tu as une contribution d'Audrey dans le chat pour ta problématique. Et d'Astrid, j'ai l'impression. Oui, puis au moment de rédiger, j'étais en train de rédiger quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce que tu étais en train de dire, Marie-Pierre. Donc, on est hyper synchro. Ah bien, merci à toutes les deux. Je vais lire avec attention vos commentaires. Merci. Voilà, et si tu veux prolonger cette discussion, je te mets mon numéro de téléphone. Hop, voilà. Eh bien, merci. J'ai des good vibes pour lancer. Ah, super. Et d'ailleurs, en parlant de Good Vibes, je vous ai mis le lien de la publication dans le Voodoo Club pour nous dire tout simplement ce que vous avez pensé de ce café des animateurs. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien et tout nous dire. Et normalement, il n'y a plus de questions, sauf s'il y a une personne qui veut se manifester.
Non? Eh ben, je vous souhaite bon appétit et merci beaucoup à Marie-Pierre et merci à vous tous d'avoir participé à ce café. C'était vraiment super. Et je vous dis à la prochaine. C'était Merci passionnant. beaucoup. Merci à Marie-Pierre. Anine aussi, qui a été super dans la préparation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. bientôt. Allez. Au revoir, à bientôt.